Pour qu'aucune région ne fût privée de sa part d'êtres vivants, les astres et les dieux de toutes formes occupèrent le céleste parvis. Les eaux firent une place dans leur demeure aux poissons brillants. La terre reçut les bêtes sauvages, l'air mobile, les oiseaux. Un animal plus noble, plus capable, d'une haute intelligence et digne de commander à tous les autres, manquait encore. L'homme naquit. Soit que le Créateur de toutes choses, Père d'un monde meilleur, les formait d'un germe divin, soit que la terre récente, séparée depuis peu des hautes régions délétères, retint encore les germes du ciel, et que le Fils d'Iapé, l'ayant mêlé aux eaux d'un fleuve, les modelait à l'image des dieux, maîtres de l'univers. Tandis que, tête baissée, tous les autres animaux tiennent leurs yeux attachés sur la terre, il a donné à l'homme un visage qui se dresse au-dessus. Il a voulu lui permettre de contempler le ciel, de lever ses regards et de les porter vers les astres. Ainsi, la terre, qui naguère était grossière et informe, reçut en parure, par cette métamorphose, les figures d'hommes jusqu'alors inconnus. L'âge d'or naquit le premier, qui sans répression, sans loi, pratiquait de lui-même la bonne foi et la vertu. On ignorait les châtiments et la crainte. La foule ne tremblait pas en présence de ses juges. Point de milice armée, inutile à sa sécurité. Jamais encore le pin sylvestre, abattu sur ces montagnes, n'était descendu vers la plaine liquide pour aller visiter d'autres pays. Pas un mortel ne connaissait d'autres rivages que ceux de sa contrée. Jamais encore des fossés profonds n'entouraient les cités. Point de trompette au long col, point de corps recourbés pour faire résonner le bronze, point de casque, point d'épée. Sans avoir besoin de soldats, les nations passaient au sein de la paix une vie de doux loisirs. Et la terre aussi, libre de redevances, sans être violée par le hoyo ni blessée par la charrue, donnait tout d'elle-même. Comptant des aliments qu'elle produisait ainsi sans contrainte, les hommes cueillaient les fruits de l'arbousier, les fraises des montagnes, la cornouille, les mûres qui pendent aux ronces épineuses et les glands tombés de l'arbre de Jupiter aux larges ramures. Le printemps était éternel, et les paisibles zéphyrs caressaient de leur haleine tiédie les fleurs nées sans semence. Bientôt après, la terre que nul n'avait labourée se couvrait de récoltes et les champs jaunissaient sous les lourds grains. Alors, des fleuves de lait et des fleuves de nectar coulaient çà et là, et lieux au vert feuillage distillaient le miel blond. Quand Saturne eut été précipité dans le Tartare ténébreux, tandis que Jupiter régnait sur l'univers, vint l'âge d'argent, qui ne valait pas l'âge d'or, mais qui valait mieux que l'âge du bronze, aux fauves reflets. Alors, Jupiter resserra la durée de l'antique printemps. L'hiver, l'été, l'automne inégal et le printemps raccourci partagèrent l'année en 4 saisons. Alors, pour la première fois, l'air fut embrasé par des chaleurs torrides et l'eau suspendit son cours glacé. Alors, pour la première fois, les hommes entrèrent dans des maisons. Ces maisons, ce furent des grottes, d'épais feuillages, des rameaux entrelacés d'écorce. Alors, pour la première fois, les semences de Cérès furent enfouies dans de longs sillons et les taureaux gémirent sous le poids du joug. Commença le 3e âge, l'âge de bronze, celui d'une race plus farouche, plus prompte au combat, sans être pourtant scélérate. L'âge qui a la dureté du fer est venu le dernier. Aussitôt, ont fait irruption les crimes de toutes sortes. Alors, la pudeur, la vérité, la bonne foi
s'enfuir. À leur place, la fraude, la perfidie, la trahison entrèrent parmi les hommes, et la violence, la passion scélérate de la richesse. Le marin livra ses voiles au vent, qu'il connaissait mal encore, et après s'être longtemps dressé à la cime des monts, les bois des navires plongèrent dans les flots, tout nouveau pour eux. Et sur la terre, jusque-là commune à tous, l'arpenteur traça de longs sillons pour limiter les champs. L'homme ne se contenta plus de demander à la terre féconde les moissons et les aliments qu'elle lui devait, mais il pénétra jusque dans ses entrailles. Il en arracha ce qu'elle y avait caché, ce qu'elle avait relégué près des ombres du Styx. Bientôt, le fer pernicieux et l'or plus pernicieux encore que le fer parurent au grand jour. À leur suite s'avança la guerre, qui brandit dans son poing ensanglanté des armes retentissantes. On vit de rapine. L'hôte ne se fit plus à l'hôte, ni le beau-père au gendre. Même entre frères, la concorde devient rare. L'époux médite la perte de l'épouse, l'épouse celle de l'époux. Le fils s'informe avant l'heure de l'âge de son père. D'affreuses marâtres mélangent les sucs livides de la ciguë. La piété est vaincue, foulée aux pieds. Loin de cette terre, trempée de sang, se retire la dernière, après tous les immortels, la Vierge Astrée, porteuse de justice et de tempérance. Alors nous venons de nous remémorer ce récit des origines, le mythe des âges successifs, tel qu'Ovide nous le rapporte. Le premier âge de notre aventure humaine sur cette terre était donc un âge d'or, l'âge d'une abondance heureuse. Et génération après génération, nous portons en nous la nostalgie de ce paradis perdu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre troisième instruction du procès du siècle, et c'est l'abondance que nous assignons à comparaître. Étienne Elmer, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Porto Rico et vous vous intéressez particulièrement à la philosophie politique et l'économie dans l'Antiquité. Vous avez publié récemment La part du bronze, Platon et l'économie. Vous avez publié également Mendiant et Mendicité en Grèce ancienne. Et puis, tout récemment, Ici et là, une philosophie des lieux. Avec nous, Élise, Éric, Bounsi, Jean-Luc et Fabienne, comédiennes et comédiens de la compagnie Balagan. Alors, ce mythe d'une abondance originelle, ce temps où la nature, dans un perpétuel printemps, comme nous dit Ovide, cette nature était généreuse, l'homme ne s'était pas encore astreint lui-même au travail, les petites communautés humaines vivaient dans la paix, enfin voilà, nous sommes dans une imagerie qui fait envie véritablement, mais ce mythe évidemment est un souvenir de notre humanité, mais n'est-ce pas aussi peut-être une projection, peut-être un désir que nous avons tous. Dans un monde où, objectivement, les conditions de vie sont difficiles, de vie ou même de survie, où la nature est inhospitalière et parfois violente, dans ce monde où les communautés humaines ont bien du mal à pacifier leurs relations, ce mythe peut nous apparaître comme un rêve, le rêve d'un monde meilleur, ce rêve d'un paradis terrestre, rêve que certaines sociétés humaines se sont efforcées et continuent de s'efforcer de réaliser. Mais ce rêve n'est-il pas aussi porteur d'une charge toxique? Étienne Elmer, est-il bien raisonnable de poursuivre encore aujourd'hui ce rêve de l'abondance? D'abord, merci pour votre invitation.
Et ce beau texte d'Ovide, qui figure des périodes différentes des différents âges de l'humanité, comme d'autres dans l'Antiquité, comme celui d'Hésiode, est un mythe vraiment intéressant puisqu'il représente l'abondance sous un jour assez ambivalent, dans un temps mythologique, qui est un temps qui, par définition, est abstrait de l'histoire et du coup, auquel on peut se reporter pour mieux comprendre les sociétés présentes, avec le contre-champ que donne la parole mythique. Alors je dis que c'est un mythe intéressant pour la question de l'ambivalence quant à la notion d'abondance, parce que, effectivement, cette abondance fait rêver. La nature est prodigue, tout y est à disposition, les hommes ne peinent pas, ne souffrent pas, ils sont débarrassés des maux du travail, de la souffrance, et ils semblent vivre de façon harmonieuse. Et donc, ce que je trouve d'abord intéressant dans ce mythe, c'est que l'abondance associée à la prodigalité de la nature est également associée à une question sociale et, pourrait-on dire plus largement politique, qui est celle du caractère pacifique des rapports humains. Autrement dit, ce qui me semble d'abord très positif dans le visage de l'abondance, c'est que l'abondance est la figure d'une société qui a enfin mis à l'écart la pression constante des besoins, ce pourquoi les hommes ont lutté pendant des millénaires par la construction de leur société, et ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais au moins, cette facette du mythe présente l'abondance naturelle associée à un état de la société, et laisse entrevoir qu'effectivement, ces questions d'abondance n'engagent pas que des questions écologiques, comme on pourrait rapidement tenter de le croire, mais qu'elles engagent aussi des questions sociales et politiques. Et ce qui le montre bien, c'est également lorsque les âges commencent à se détériorer, lorsque les hommes commencent à vouloir accaparer les richesses, qu'ils entrent en conflit. Autrement dit, le désir de rester au niveau de l'abondance, le désir de ne pas retourner en arrière à des périodes de manque, de pénurie, qui est le mal à dépasser, eh bien, s'accompagne de violence. Et s'accompagne de violence, s'accompagne d'injustice, ce qui montre bien que la relation entre abondance et nature est médiée ou a pour intermédiaire d'abord une question sociale et politique, qui est la question des rapports humains. Donc je trouve que ce mythe présente bien les enjeux de l'abondance, à la fois comme un rêve légitime pour l'humanité, qui est de sortir de la pénurie, de s'assurer les conditions de sa survie et même de son confort, de son bien-être. C'est évidemment un objectif tout à fait légitime. Certains pourront même en faire un devoir, à la limite. Mais en même temps, cette abondance a un prix. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cette question, c'est que ce prix est à la fois une question écologique, qui n'est pas tellement abordée dans le mythe, me semble-t-il, mais qui est d'abord une question, un prix social et économique, qui engage les rapports entre les hommes. C'est ce qui fait de cette question de l'abondance une question vraiment très très centrale, puisqu'en elle se mêlent différents aspects, différents enjeux du vivre ensemble, comme on dit, les enjeux sociaux, économiques, politiques. Alors, ce que le mythe présente dans un temps qui n'est pas le temps ordinaire, le temps historique, le temps linéaire, ne signifie pas qu'on est là à faire un rêve ou à une parole complètement hors de propos ou fantasque, puisqu'il y a des échos au mythe, par exemple dans les études que font certains anthropologues sur des modalités alternatives à ce que sont nos sociétés de pays riches et développés. Et c'est notamment le cas de Marshall Salins, qui est un anthropologue américain, qui est toujours vivant, et qui s'est beaucoup intéressé à ce qu'il appelle les sociétés dites primitives. Alors, société primitive, l'appellation peut avoir un caractère un peu péjoratif, mais elle est quand même relativement admise pour désigner des sociétés qui, au fond, n'ont pas opté pour un mode de vie, un état de développement social, je dirais, de ceux des pays riches, du Nord et de l'Ouest, pour les situer géographiquement. Et donc ces sociétés peuvent avoir, bien sûr, accès à des biens de consommation, mais globalement, elles n'ont pas opté pour un mode de développement et de relations sociales qui soit basé sur une exploitation outrancière de la nature, pour la recherche d'un gain perpétuel supplémentaire, pour un dépassement sans cesse de l'accumulation, mais qui semble avoir opté pour privilégier un état d'équilibre
Marshall Salins, donc, dans un ouvrage assez célèbre qui s'intitule Âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives, va montrer comment ces sociétés, justement, ont fait un autre pari que celui de la profusion matérielle qu'on attache, nous, spontanément à l'abondance. Donc il y a plusieurs visages de l'abondance, et Marshall Salins va, justement, nous montrer que l'abondance peut s'entendre en un autre sens que celui de cette pléthore de biens auxquels nous avons accès, dont au bout d'un moment nous ne savons plus tellement quoi faire d'ailleurs, ce qui pose d'autres problèmes d'ailleurs directement économiques et écologiques. Oui. Moi j'ai toujours pensé que les mythes racontaient des histoires vraies. Que la totalité de la... Moi je pensais ça quand j'étais enfant, que la totalité de la mythologie grecque, romaine, alors je connais moins les mythologies d'autres cultures, mais j'ai toujours pensé que c'était vrai. Un peu comme Schliemann, qui enfant pensait que l'Iliade et l'Odyssée c'était vrai, il y croyait au premier degré, mais j'ai toujours pensé que toutes les histoires mythologiques étaient vraies. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y a là une mémoire véritable dont les mythes se sont fait l'écho, ultime, les ultimes échos, mais une mémoire véritable d'un âge où nous vivions chasseurs, cueilleurs, récolteurs, migrants de zones de chasse en territoire de cueillette. Et effectivement, alors, par ailleurs, on ne peut pas penser que cet âge était merveilleux, la nature était hostile, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même peut-être une trace d'une mémoire réelle, d'une mémoire physique de notre humanité ? Ah oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, Schliemann a eu raison de croire à l'Iliade, puisqu'il a retrouvé Troie. Donc il a bien fait. Ben oui. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment une vérité du mythe, qui n'est pas une vérité d'ordre scientifique, mais une vérité au sens où le mythe s'offre à nous et requiert une interprétation. Et cette interprétation, nous la faisons souvent à partir des questions qui sont les nôtres dans une époque ou dans une société donnée. Ce qui fait que le mythe acquiert cette dimension un petit peu intemporelle qui fait toute sa saveur. Et qui fait que les interprétations peuvent se multiplier et qu'on peut les comparer. Et je crois qu'effectivement, dans ces mythologies qui nous parlent d'un âge d'abondance heureuse, puisque l'adjectif a toute son importance, bien sûr, effectivement, nous pouvons encore les interroger, parce que nous sommes aux prises, je crois, avec cette question-là aujourd'hui, qui est celle d'une abondance plutôt contrastée, pour ne pas dire malheureuse. Il n'est pas très difficile de faire le constat que des disparités entre les pays, déjà entre les pays du Nord et les pays du Sud, au sein des pays du Nord, entre les différentes composantes d'une même société, des écarts de richesse énormes, certains ont tout, d'autres n'ont rien. Donc effectivement, cette question de l'abondance, dont on pensait qu'elle allait résoudre cette question de l'accès de tous au nécessaire, n'est pas du tout une solution, mais vraiment une question. Et effectivement, on peut se plaire à interroger les mythes pour y retrouver à la fois du sens, et pourquoi pas aussi des alternatives, puisqu'on observe aussi aujourd'hui, on entend un peu ça parfois à la radio ou au journal, des gens qui renoncent finalement, qui renoncent à des ambitions économiques, professionnelles, qui les porteraient vers un état social, je dirais, plutôt valorisé, parce que le prix à payer est trop élevé finalement. Le prix en termes d'investissement personnel, en termes d'obligations et de contraintes sociales, de poids du travail, et donc décide d'opter personnellement pour un choix de vie plus simple, mais d'une simplicité qui en réalité est complexe, parce qu'il faut qu'elle trouve sa place dans une société qui ne lui fait pas sa place, justement. Donc cette question de l'abondance est effectivement une question qui invite à puiser effectivement dans ces mythes différentes facettes pour mettre en question cette espèce d'idéologie quand même qu'on pourrait être celle d'une abondance qu'on nous présente comme heureuse, mais qui en fait est acquise au prix de violence. Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Une violence sociale, une institution de l'inégalité, qui fait que cette abondance a cessé d'être une promesse et peut vraiment tourner au cauchemar, oui, effectivement. Alors peut-être faisons le détour par les textes de Matthias Schalins. Peut-être écoutons quelques extraits de
de sa parole pour voir comment, à son tour, il nous dit quelque chose sur cette question. Que dire du monde contemporain ? Le tiers ou même la moitié de l'humanité se couche chaque soir le ventre creux. L'ère d'une famine sans précédent, c'est celle-ci, c'est la nôtre. Aujourd'hui, à une époque où la puissance technique est plus forte que jamais, la famine est devenue une institution. D'où l'on en vient à inverser une formule vénérable, l'importance de la faim croît relativement et absolument avec le progrès technique. C'est à ce paradoxe que je voulais en venir. Les chasseurs-collecteurs ont, par la force des choses, un niveau de vie objectivement bas. Mais si tel est leur objectif, et s'ils disposent de moyens de production suffisants, leurs besoins matériels peuvent généralement être satisfaits sans peine. Les peuples les plus primitifs du monde ont peu de biens, mais ils ne sont pas pauvres. Car la pauvreté ne consiste pas en une faible quantité de biens. C'est avant tout un statut social. En tant que telle, la pauvreté est une invention de la civilisation. Tout à la fois une distinction entre classes et, plus grave, une relation de dépendance qui peut rendre les agriculteurs du Middle West américain plus vulnérables aux catastrophes naturelles que les Esquimaux d'Alaska dans leur camp d'hiver. L'évolution économique a été soumise à des mouvements contradictoires. Mouvements d'enrichissement et dans le même temps d'appauvrissement. D'appropriation au regard de la nature et d'expropriation au regard de l'homme. Ce mouvement correspond bien sûr au développement technologique, au progrès que l'on a exalté de multiples façons et toujours sous forme d'un accroissement. Accroissement de la quantité de biens et de services utiles à l'homme, accroissement de la quantité d'énergie domestiquée au service de l'agriculture, accroissement de la productivité, accroissement de la division du travail, enfin, liberté accrue à l'égard des contraintes du milieu naturel. Est-il donc, à ce point paradoxal, de soutenir qu'en dépit de leur dénuement absolu, les chasseurs-collecteurs connaissaient l'abondance ? Bien que richement dotées, les sociétés capitalistes modernes se vouent elles-mêmes à la rareté. L'insuffisance des moyens économiques est le principe premier des peuples les plus riches du monde. Le marché institue la rareté d'une façon sans précédent et à un degré nulle part atteint. Là où la production et la distribution sont réglées par le mouvement des prix et où tous les moyens de subsistance sont liés au gain et à la dépense, l'insuffisance des moyens matériels devient le point de départ explicite, chiffrable, de toute activité économique. Il y a dans tous ces textes de Salins la mise en avant d'un paradoxe qui est celui de la difficulté des sociétés modernes à faire face à leur propre régime d'abondance, si j'ose dire, et à montrer comment d'autres formes d'abondance peuvent être envisageables. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que Salins n'est pas en train de distribuer des bons points, mais parce que ces textes pourraient donner lieu à l'idée qu'il faut changer de société absolument, etc. Je ne crois pas que l'enjeu soit celui-là. Je crois que l'enjeu est plutôt d'abord de nous faire faire état que d'autres formes d'organisation sociale avec d'autres perspectives quant à l'abondance sont possibles. Donc c'est d'abord un enjeu théorique, un enjeu de décentrement, qui consiste à voir les choses non plus depuis le monde clos qui est le nôtre dans les pays dits développés et riches, mais d'essayer de voir comment ça pourrait se passer autrement parce que ça se passe effectivement ailleurs. Donc ça me semble être un point. La position de Salins n'est pas moralisante, quoi. C'est ça que je veux dire. Ensuite, Salins pointe un paradoxe qu'on a souvent pointé et qu'on peut tous finalement faire en se promenant dans n'importe quelle grande ville de nos pays, à savoir que la pauvreté ou la misère y est présente à côté de la plus grande richesse. Et Salins va montrer effectivement que ce n'est pas simplement anecdotique, que c'est vraiment un enjeu du choix d'organisation de ces sociétés, de leurs choix politiques, de leurs choix économiques, et que derrière cela, il y a effectivement des institutions dont on n'a pas forcément conscience.
Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans ces passages, c'est que Salins montre bien comment la question de l'abondance engage tous les aspects d'une société, c'est-à-dire la question technique, c'est-à-dire quels moyens on met pour exploiter la nature, la question économique, c'est-à-dire celle des modes de satisfaction des besoins humains, et les questions sociales, les questions de justice. Et qu'à partir de là, il va montrer que selon la façon dont on envisage l'abondance, eh bien, on aura des sociétés qui vont opter pour des visages plus ou moins heureux de l'abondance. Alors, il pointe évidemment la difficulté paradoxale des sociétés apparemment les plus avancées à tenir leur abondance, si j'ose dire, c'est-à-dire à la maintenir conforme à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une abondance pour tous et permanente, et qui se révèle être en fait aller de pair avec la pauvreté. Et ça va tellement de pair avec la pauvreté que ce qu'il fait entendre, c'est quand même que la pauvreté ou l'organisation des inégalités ou de la pénurie est l'institution ou est ce qui fonde l'organisation des sociétés modernes capitalistes. Donc il y a un prix de l'abondance, nous dit Salins. Si on entend abondance par la profusion des biens matériels auxquels nous pouvons accès, cette abondance a un prix qui est l'acceptation, mais jusqu'à quel point est-ce acceptable justement, de ce que la pauvreté soit aussi partie intégrante de nos sociétés. Donc je crois que ce texte dévoile de façon très très claire l'impensé ou ce que nous ne voulons pas voir de nos sociétés, c'est-à-dire le prix à payer pour avoir cette abondance. Et quand on regarde cela, il met en avant une autre forme d'abondance qui ne consiste pas à pouvoir bénéficier d'objets matériels à profusion, mais au contraire à avoir le nécessaire au nom d'un autre impératif qui est celui de relations sociales pacifiées. Encore une fois, Salins n'idéalise pas les sociétés auxquelles il fait allusion. Alors il évoque les chasseurs-cueilleurs en référence aux Boshiman d'Afrique du Sud ou du Botswana, à certaines populations d'Australie aussi, qui vivent selon ce mode de peu d'accumulation, qui ne sont pas tellement sédentaires, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas accumuler et conserver. Donc ces questions matérielles sont très importantes parce que dès l'instant qu'on est sédentaire, eh bien, on a la possibilité de stocker, d'accumuler. Or, ces populations se déplacent et acquièrent ce dont elles ont besoin au fur et à mesure de leur déplacement. Donc elles ne s'embarrassent pas de possession. Et ce qui fait aussi que ce qu'on a pu prendre parfois, parce que Salins raconte comment d'autres anthropologues les ont étudiés avec une perspective vraiment ancrée depuis l'Occident, en disant ces populations n'ont pas eu accès à un état de développement matériel avancé, mais en fait c'est tout simplement parce que socialement elles ne sont pas organisées pour pouvoir développer des progrès techniques très très avancés, puisque ça les embarrasserait plus qu'autre chose finalement. Et à l'issue de quoi, on voit aussi que la pauvreté a plusieurs visages. La pauvreté, le passage sur la pauvreté est très beau puisqu'il dit que finalement la pauvreté n'est pas simplement insuffisance de moyens, c'est une construction sociale d'homme à homme qui engage le rapport des hommes entre eux, et que si ces sociétés dites de cueilleurs-chasseurs sont pauvres au sens objectif, au sens où elles n'ont pas beaucoup de besoins, de biens matériels, et parce qu'elles ont peu de besoins, justement. En revanche, la pauvreté des sociétés occidentales est une pauvreté structurelle, quasiment une institution qui les fonde, en fait, ces sociétés. Donc, alors là, on pourrait avoir le sentiment que Salins, quand même, oppose un bon visage de l'abondance à un mauvais visage de l'abondance, mais je crois que ce jugement est un peu nuancé par le fait qu'il renvoie dos à dos aussi deux pauvretés. Donc ça reste de la pauvreté, mais il y en a une qui est, je dirais, peut-être moins grovée d'injustice que l'autre. Donc voilà, ce texte ne montre pas qu'il y a une solution justement optimale, mais qu'il y a des choix sociaux, des institutions de la pénurie, des institutions de l'abondance, qui engagent des formes d'économie, de sociétés différentes, et que
il est déjà bon de pouvoir au moins prendre ce recul-là. Voilà, je crois ce qu'apporte le texte de Salines. Ce n'est pas un appel à réformer forcément, enfin, même si à long terme on peut le supposer qu'il y a une pensée un petit peu réformatrice derrière la parole de Salines, mais il y a au moins le temps d'une considération, d'une mise à plat et d'un décentrement qui est quand même très très important. Oui. Au moins pour pointer qu'il s'agit bien d'un choix, dans la mesure où d'autres sociétés ailleurs ou d'autres sociétés avant ont fait un autre choix et que donc bien redire que le modèle de société dans lequel nous sommes procède d'un choix délibéré, voulu, mais que donc ce choix peut être remis en cause et qu'il y a effectivement un grand bénéfice à cette comparaison. On n'est pas dans un modèle unique fermé sur lui-même, mais qu'on peut, en regardant un pas de côté, en regardant ailleurs, finalement remettre en cause la justesse de nos choix. Alors, pas forcément évidemment pour changer de modèle. On ne peut pas changer de modèle du jour au lendemain. Nous sommes embarqués dans un processus qui engage une société entière. Enfin, je veux dire que ça ne se conduit pas comme ça. On ne peut pas prendre un virage comme ça en épingle à cheveux. Mais enfin, en tout cas, de relativiser les choix qui sont les nôtres et voir à quels endroits il y a encore la possibilité d'apprécier une transformation qui, si elle advient, ne pourra être que progressive en tout cas. Oui, tout à fait. Quand on parle de choix, il ne s'agit pas de choix individuels. Les choix sociaux ne sont pas des choix qui sont forcément toujours volontaristes ou intentionnels, même s'il y a des décisions parfois qui interviennent, politiques notamment. Mais c'est d'abord le résultat d'une histoire. D'institutions qui se greffent les unes sur les autres. Donc tout ça est un long processus et au décentrement anthropologique, il faut aussi ajouter, je crois, la prise en compte d'une histoire longue, pour montrer comment on en est arrivé là, si j'ose dire, quels ont été les rapports de la société avec la nature dans le monde occidental, comment sont construites les politiques dans leur rapport avec la nature, comment l'économie a traité ou pas la nature. Et il me semble que c'est ce que fait Pierre Charbonnier dans son ouvrage « Abondance et liberté », qui est paru récemment, qui a l'immense intérêt, je crois, de revenir sur cette question de l'abondance en montrant que ce choix, entre guillemets, de l'abondance qu'ont fait les sociétés développées a été pensé comme libérateur. C'est-à-dire que la promesse de l'abondance, c'est la liberté par rapport aux contraintes de la nature, c'est la liberté des sociétés par rapport à la pénurie, au manque, parce qu'on oublie peut-être un petit peu rapidement que dans les siècles passés, les famines sévissaient quand même dans des pays qui sont maintenant à peu près à l'abri de ça. Donc tout cela a donné lieu aussi à des théories, et des théories économiques, des théories politiques. Et l'intérêt du livre de Pierre Charbonnier est qu'il replace justement dans la longue durée la construction de cette idée d'abondance pour montrer qu'elle a été pensée, vécue et désirée comme une promesse de liberté. Mais il en montre aussi évidemment les limites dans le contexte actuel qui est celui bien à la fois des questions environnementales, mais ces questions environnementales, à savoir l'exploitation, la dégradation de la nature sans précédent, à tel point que les activités humaines en sont venues finalement à correspondre à avoir autant d'impact ou à s'inscrire dans le temps long des processus géologiques, puisqu'on parle de l'Anthropocène, c'est-à-dire, pour autant que je sache, cette période à partir de laquelle les activités humaines ont eu autant d'impact sur la nature que les propres processus naturels. Donc ça devient quand même un petit peu préoccupant. Donc cet impact, je dirais, évidemment, environnemental, mais qui est aussi, et ça Pierre Charbonnier le montre assez bien, une question politique d'abord. C'est-à-dire quel est le rapport que les institutions politiques entretiennent ou décident d'entretenir avec la nature, parce que derrière ça, il y a aussi des questions de justice sociale et de choix économiques. Donc ce livre permet de se resituer dans l'histoire. Alors Pierre Charbonnier, nous l'avions invité à se joindre à nous, et d'ailleurs,
Voilà la place libre de Pierre Charbonnier qui n'est pas avec nous. En tout cas, nous allons lui donner la parole. Donc cet ouvrage publié par Pierre Charbonnier récemment, en 2020. Pierre Charbonnier est philosophe, il est agrégé et docteur en philosophie et il est actuellement chargé de recherche au CNRS. Il est l'auteur notamment de La fin d'un grand partage et d'un livre d'entretien avec Philippe Descola, La composition des mondes. Alors on va donner la parole à Pierre Charbonnier un instant. Pour faire avancer la réflexion, il faut donc, dans un premier temps, repérer les deux idéaux directeurs de la modernité et surveiller la dynamique qui se crée à leur intersection. La volonté de modernisation s'exprime sous la forme d'une double injonction, l'une orientée vers l'abondance et l'autre vers la liberté, ou pour la caractériser de façon plus précise, vers l'autonomie individuelle et collective. L'orientation productive des modernes présente plusieurs visages. On peut en repérer trois de façon schématique. Tout d'abord, l'abondance pourrait se définir comme l'annonce d'une élimination de la pression des besoins, de l'obsolescence du motif de la survie dans l'agir humain. Dans un texte remarquable, l'économiste anglais John Maynard Keynes décrivait l'avenir du capitalisme à partir de l'abolition tendancielle du problème économique. Privés du motif ancestral du manque, les hommes devront apprendre à faire un usage non productif de leurs instincts acquisitifs et cultiver un esprit de loisir en s'investissant dans des occupations non rivales, pleinement intégratrices, sous peine de persister dans des attitudes économiques anachroniques. La clairvoyance de ces analyses n'enlève rien au fait qu'elles sont largement utopiques. Alors, peut-être faut-il privilégier une seconde vision de l'abondance. Loin de rendre possible la libération du temps et la disparition de l'économie, elle exige de nous, au contraire, des dispositions au travail, à la discipline, à l'acceptation d'un contrôle rationalisé de nos désirs et de nos dépenses, sans lesquelles l'accumulation continue et durable des richesses serait impossible. L'abondance, ainsi dépeinte, est moins une étape vers l'affranchissement à l'égard de l'économie que la pénétration de l'économie dans l'ensemble des sphères de notre existence, la domination de notre système de valeurs par le motif de l'intérêt. Max Weber a systématisé cette conception de l'abondance au point d'en faire le centre de gravité de la modernité capitaliste. À moins que l'on ne tempère cette deuxième lecture par une troisième, qui considère l'injonction au développement matériel comme un phénomène directement politique. En effet, et c'est le troisième visage de l'abondance, l'accumulation des richesses n'est possible que si l'ordre économique s'autonomise sous la forme du libre marché, et que l'allocation de ces richesses aux uns et aux autres est elle-même définie par le marché et par la concurrence. La gigantesque collection des marchandises, pour reprendre les premières lignes du Capital de Marx, n'est donc que la phase visible d'un processus de différenciation, interne à la sphère sociale, qui répartit les hommes en fonction de leur accès à la propriété des moyens de production, ou plus largement, en fonction de leur participation à la construction de la nouvelle société industrielle. Après Marx, Polanyi a montré comment l'abondance organisée par le marché, c'est-à-dire sous la forme de l'entretien du motif du manque chez les acteurs économiques, met les sociétés sous pression, au point qu'elles peuvent se dresser les unes contre les autres. La guerre mondiale apparaît alors comme l'horizon fatal de l'abondance. Non parce qu'elle est le simple résultat de la course aux ressources, mais parce qu'elle outrepasse l'économie, tout en réalisant son motif caché, l'accumulation de puissance, et surtout l'accroissement des différentiels de puissance. Voilà pour les trois visages de l'abondance. Et le second idéal directeur de la modernité que nous pouvons repérer s'appelle la liberté, ou, comme je le proposais à l'instant, l'autonomie. Ce terme peut être présenté comme le dernier stade d'une gradation conceptuelle qui en compte trois. D'abord, l'affirmation de la liberté lutte contre les entraves qui s'opposent à la réalisation de la volonté individuelle.
Puis le désir d'émancipation formule, en plus, l'exigence d'une reconnaissance de droits civils et de protection garantissant la participation pleine et entière au collectif. Enfin, l'autonomie ajoute encore à cela l'ambition pour un groupe, et pas seulement pour un individu, de se donner à lui-même sa loi, la norme, d'après laquelle il doit agir et d'après laquelle il doit se juger. L'autonomie réalise donc la liberté et l'émancipation sur un plan spécifiquement politique. Ce processus ressemble étrangement à une auto-extraction, à une création de soi par soi. Une opération en tout cas qui suspend le caractère moteur de la relation à une extériorité. Cette indépendance ne s'entend toutefois pas au sens où la société ne serait plus influencée par des causes matérielles extérieures, où elle serait affranchie des aléas naturels, mais au sens où ces influences ne l'affectent jamais au point d'en fixer la destinée et le principe d'organisation. Pour Castoriadis, cette auto-institution pose une question abyssale. Je le cite. « Quelle peut être la mesure de la société si aucun étalon extrasocial n'existe ? Quelle peut être et quelle doit être la loi si aucune norme extérieure ne peut lui servir de terme de comparaison ?» Alors effectivement, pour Castoriadis, comme pour Pierre Charbonnier, cette question est abyssale. Cette autonomie que nous avons réussi à créer, à gagner, on peut dire, au bout d'un moment, n'est-elle pas aussi un enfermement de nous-mêmes sur nous, ayant tellement conquis cette autonomie que nous sommes maintenant totalement autonomes, c'est-à-dire séparés de toute loi extérieure. Or, nous venons de le dire, ce terme de comparaison nous aide à nous situer, nous aide à comprendre ce que nous sommes, à comprendre les choix que nous faisons. Mais si aucun terme ne souffre plus la comparaison, comment pouvons-nous continuer à nous orienter ? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une autre loi, une loi naturelle, qui va de nouveau imposer sa voix et faire entendre sa résistance ? Oui, alors le texte de Charbonnier est d'abord un texte qui pose des définitions, c'est un texte de clarification conceptuelle dans laquelle on reconnaît le travail du philosophe qui consiste à dire bon, l'abondance s'entend de telle et telle façon, et la liberté, l'émancipation, puis l'autonomie, effectivement, également. Donc je veux simplement rendre... je trouve que ces textes sont très clairs pour ce qu'ils posent comme définition conceptuelle. Et du coup, on en arrive effectivement à cette question de l'autonomie de nos sociétés et cette idée que nos sociétés se donnent leurs lois. Et effectivement, dans la mesure où les sociétés dites d'abondance dans leur visage, je dirais occidental, se trouvent de plus en plus confrontées à des difficultés d'ordre social, économique et environnemental, et d'ailleurs la crise de la pandémie en est un très bon exemple, se pose la question du hors norme qui serait la norme, qui donnerait sa norme à l'institution, je dirais. Alors, je ne peux pas répondre à une question abyssale, évidemment, mais en tout cas, on peut peut-être la commenter ou en dire deux, trois mots. Je crois que ce que veut dire Charbonnier déjà, c'est que la façon dont on pourrait prolonger un petit peu ce qu'il dit en faisant écho à la citation de Castoriadis, c'est que la nature n'est pas un élément extérieur aux politiques qui viendrait dire « halte là, tu es allé trop loin ». C'est le politique lui-même qui a la mainmise sur la nature. C'est-à-dire que la nature est devenue un objet économique, social, politique. C'est une construction. Ce que faisait bien voir Salins en écho tout à l'heure, quand il explique que la rareté est un concept, il n'y a de rareté des ressources qu'à partir du moment où on se situe dans une économie qui institue la rareté. Les ressources en soi ne sont pas rares, il n'y a rareté qu'à partir du moment où on décide que les besoins de l'homme sont illimités et qu'on va construire une économie qui va tâcher de les satisfaire. Donc là, oui, effectivement, il y a de la rareté. Et c'est à partir de là qu'on construit un modèle économique, social et politique. Donc là encore, ce que rappelle Charbonnier, c'est ça, c'est-à-dire
les sociétés en Occident, depuis en gros la modernité, c'est-à-dire depuis en gros 500 ans, ont conclu un pacte avec la nature, et nous arrivons en ce moment aux limites, ou au moment où il y a des moments de friction dans ce pacte, qui tiennent à quoi ? Qui tiennent, encore une fois, aux inégalités, et aux inégalités et à ce qu'elles perturbent de la vie des êtres humains, à ce que l'exploitation des ressources naturelles pour alimenter ce visage de l'abondance provoque lui-même un certain nombre de dégâts et de dommages sur la nature, mais aussi sur les sociétés d'abord, sur la vie des hommes et des femmes. Et donc du coup, c'est peut-être de l'intérieur que l'institution se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la nature qui se présente comme un mur dans lequel nous allons rentrer, sinon le politique lui-même. Mais encore faut-il prendre conscience que tout se joue au niveau social et politique, et non pas attendre que la comète vienne frapper la planète, d'une certaine manière, comme un agent extérieur, un processus qui serait autonome. Non, la nature est, je crois, c'est ce que montre Charbonnier, il me semble, est d'emblée, depuis l'époque moderne, prise dans le geste politique, le geste économique, et c'est peut-être de là que va venir une réorientation peut-être des normes qui dirigent nos sociétés actuellement, oui. Alors peut-être pouvons-nous donner la parole à quelques anciens, revenir justement sur une autre façon de considérer notre rapport au monde et notre rapport à la nature, une autre façon de faire société, puisque les philosophes épicuriens, vous les connaissez bien, Étienne, apportent un autre éclairage. Alors peut-être pouvons-nous écouter la parole de ces anciens. Socrate avait plié son âme et son corps à un régime tel qu'il permettait à celui qui l'adoptait, sauf extraordinaire, de vivre en confiance et en sécurité et de n'être jamais à court de ressources pour subvenir à une dépense. Il était à ce point frugal que je me demande si tout travail, même minime, ne procure pas davantage que ce qui suffisait à Socrate. Car il ne prenait que le pain qu'il pouvait manger. Et toute boisson lui était agréable du fait qu'il ne buvait pas s'il n'avait pas soif. S'il consentait à se rendre à un repas auquel on l'avait convié, il évitait très facilement de se remplir au-delà de la satiété, contrairement à la plupart des gens qui ont la plus grande peine à l'éviter. À ceux qui étaient incapables d'en faire autant, il conseillait d'éviter tout ce qui les pousse à manger lorsqu'ils n'ont pas faim et à boire lorsqu'ils n'ont pas soif, car c'est cela, ajoutait-il, qui ruine l'estomac, la tête et l'âme. À son avis, disait-il en plaisantant, c'est en servant de tels mets à plusieurs hommes que Circé les a transformés en cochons. Alors qu'Ulysse devait au conseil d'Hermès, à sa maîtrise de lui-même et au fait qu'il s'abstint de toucher à ces mets-là au-delà de la satiété, de ne pas avoir été transformé en cochon. C'est ainsi que Socrate plaisantait sur ces questions, tout en étant sérieux. C'est un grand bien, à notre avis, que de se suffire à soi-même. Non qu'il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l'abondance nous manque, nous sachions nous contenter du peu que nous aurons. Bien persuadés que tout ce qui est naturel est aisé à se procurer, tandis que ce qui ne correspond pas à un désir naturel est malaisé à se procurer. En effet, les mets simples donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux. Du pain d'orge et de l'eau procurent le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après en avoir senti la privation. L'habitude d'une nourriture simple et non pas celle d'une nourriture luxueuse convient donc pour donner la pleine santé, pour disposer à mieux goûter les repas luxueux lorsque nous les faisons, après des intervalles de vie frugale. Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l'écrivent des gens qui ignorent notre doctrine,
ou qui la combattent, ou la prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste, pour le corps, à ne pas souffrir, et pour l'âme, à être sans trouble. Alors on le voit bien, Épicure n'oppose pas frugalité et abondance, il nous propose une abondance dans la frugalité, un mode de vie frugal qui pour autant est pleinement satisfaisant, donne accès au plaisir véritable. Oui, tout à fait, ce sont deux beaux textes qui passent par rapport aux lectures précédentes qui étaient plus politiques à un plan plus directement éthique, au sens où la question de l'abondance est aussi une question à la mesure des individus, où nous avons peut-être plus l'impression de pouvoir agir qu'à un niveau qui peut nous échapper. Alors effectivement, ce sont des textes effectivement, qui d'abord mettent l'accent sur la notion de mesure et qui posent la question de qu'est-ce que c'est que la bonne mesure finalement. Parce que derrière la question de l'abondance, on n'en a pas parlé encore, mais il y a effectivement ça, c'est la question de quelle est la mesure de nos manques. Et ces deux textes, en prenant pour figure Socrate d'un côté et puis Épicure de l'autre, qui étaient vénérés comme des modèles de sobriété à leur époque, eh bien, représentent d'abord l'idée que la sobriété est possible. Qu'elle est à la portée de l'homme. Ce qui pourrait paraître, là pour le coup, pas du tout mythologique, mais réel, puisque ces deux personnages ont vraiment existé et qu'ils ont été vénérés pour cela. Donc d'abord une mesure qui est incarnée, qui n'est pas du tout abstraite. Deuxièmement, ces textes, qui pourraient être lus comme des textes un peu édifiants, un peu moralisants, sont, je crois, quand même des textes de philosophie, c'est-à-dire où est posée la question donc, de cette mesure du manque, et donc, effectivement, de cette question qu'il est possible de retrouver de l'abondance par la frugalité. C'est-à-dire qu'on dépasse l'opposition entre abondance et frugalité, ce que faisait déjà un petit peu Salins, à un niveau social. Là, à un niveau individuel, effectivement, on voit que ces deux personnages parviennent non seulement à ne manquer jamais de rien, et donc, en ce sens, à vivre dans l'abondance, précisément parce qu'ils ont restreint leurs appétits par un contrôle d'eux-mêmes au nécessaire, ce qui ne les empêche pas, alors c'est notamment le cas d'Épicure, de jouir de mets supplémentaires, de profiter d'un bon repas quand ça se présente, mais sans que ça ne devienne jamais la mesure, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est cette capacité de rester indépendant. Et donc l'enjeu qui est derrière là, c'est un enjeu de liberté, mais à un niveau vraiment individuel. Ce qui appelle l'attention aussi dans le texte où est évoqué Socrate, c'est cette importance de la tempérance que Socrate incarne. Tempérance qui consiste, encore une fois, en une maîtrise raisonnée de soi-même, de ses appétits. Mais c'est précisément cette tempérance présente qui avait disparu à la fin du mythe d'Ovide, dans l'âge de fer, où Astrée s'en va, Astrée qui symbolise la tempérance et la justice. Donc il me semble que ce texte où est évoqué Socrate, qui lui parvient à incarner cette tempérance, est aussi un rappel de ce que cette tempérance n'a pas simplement un effet sur lui-même, mais elle est régulatrice des rapports avec les autres aussi. C'est-à-dire que le fait que la tempérance soit possible, qu'elle soit incarnée dans Socrate, non seulement fait exemple, mais aussi, on pourrait imaginer une société construite à partir de Socrate ou à partir d'Épicure, c'est-à-dire quel modèle de société ces deux individus proposent-ils si on les prend eux-mêmes comme mesure, en fait. Il y a là, je crois, dans ce qui se présente d'abord comme des textes à portée éthique, il y a quand même une proposition politique sous-jacente, puisque c'est quand même ce à la recherche de quoi nous sommes. Ce qui nous manque cruellement, c'est peut-être ça, c'est-à-dire l'idée d'une pensée politique qui ferait de la mesure son critère ou sa norme, quoi. Donc voilà, ces textes sont peut-être inspirateurs de ce point de vue-là. Alors, on parle de Socrate, on peut dire un mot de Platon, puisqu'on revient avec Platon en permanence à ce changement d'échelle entre, par exemple, dans La République, dans cette enquête sur, finalement, qu'est-ce que la justice, comment peut-on définir la justice, n'arrivant pas à définir la justice à l'échelle de la personne,
Socrate propose un changement d'échelle en disant, bon, c'est trop petit d'essayer de définir la justice à l'échelle 1 de la personne, essayons de l'envisager à l'échelle de la société entière. Et donc là, c'est un peu la même chose que ce que vous soulignez, c'est-à-dire que finalement, cette dimension éthique, elle est en germe, finalement, aussi un projet politique, avec le bénéfice que dans cette dimension-là, eh bien, effectivement, il nous appartient à chacune, à chacun d'entre nous, de nous saisir de cette responsabilité et d'être les ouvriers d'un agir quoi, qui est à notre portée de main. Oui, tout à fait. Platon a commencé la République, ou du moins le deuxième livre de la République, avec quelque chose qui renvoie aussi à ce que dit Saline, c'est-à-dire l'institution de l'homme comme porteur d'une multitude de besoins, et que c'est avec ça qu'il faut compter pour bâtir une société. Alors, ce modèle anthropologique qui est encore le nôtre, finalement, dont on n'est pas vraiment sorti, a pour contrepoint, effectivement, la figure de Socrate, ce même Socrate qui a été présenté dans la lecture. Un Socrate, lui, au contraire, capable de les limiter. Et effectivement, le texte permet de faire le va-et-vient entre la dimension politique et la dimension éthique, c'est-à-dire comment la politique peut inspirer un mode de vie éthique, et comment une éthique peut aussi aboutir à des propositions politiques qui lui fassent écho. Donc là, on a effectivement des propos qui peuvent inspirer, ou qu'il peut être bon de lire, mais ce sont des questions effectivement extrêmement complexes pour lesquelles les philosophes sont des points d'appui, mais peut-être pas les seuls en tout cas. Bien, merci Étienne Hilbert. Nous n'allons pas tenter, comme le disait Étienne, de répondre à toutes ces questions abyssales. Au moins avons-nous tenté ensemble d'ouvrir cette question, cette problématique. Merci de votre présence à tous et à un prochain rendez-vous. La prochaine fois, nous instruirons le procès de l'homme, roi de la création, et nous aurons comme plaignante la forêt amazonienne. Merci.